Alors, merci tout le monde d'être là ce soir. Moi, je m'appelle Marc-André Arnois, je suis directeur général de la CQC. Pour ceux qui nous connaissent moins, la CQC, c'est un organisme communautaire en défense collective des droits qui existe depuis 1994 et dont la mission est de guider les consommateurs, de promouvoir leurs intérêts dans les domaines de l'immobilier et de la construction résidentielle. Je tiens à le dire d'entrée de jeu, je ne suis pas avocat ou notaire, donc moi, évidemment, je trouve ça très intimidant de parler à tous ces professionnels qui connaissent le droit beaucoup mieux que moi. Mais quand même, on a fait un travail, je pense, consistant ces derniers mois. Je vais vous demander d'être indulgent si jamais j'utilise pas exactement le bon terme. Je pense quand même que ça va bien traduire le travail qui s'est fait. Donc, encore, ben, merci d'être avec nous ce soir pour une présentation sur un sujet, il faut l'avouer, qui ne fait pas courir les foules, mais qui pourtant le devrait peut-être un peu plus. En effet, hein, l'hypothèque légale de la construction, même si on en entend peu parler dans la vie de tous les jours, quand il y a un différend dans le domaine de la construction, on en entend très vite parler. Ça fait longtemps que c'est une préoccupation pour nous, mais c'est vraiment en 2021 qu'on a commencé à mettre les moyens pour acheter les données nécessaires pour valider notre version des faits. En 2021, justement, on a pu dresser notre première analyse statistique de l'hypothèque légale de la construction au Québec. Et puis, c'est à ce moment-là que c'est devenu un peu notre première préoccupation pour la défense des droits des consommateurs dans le domaine de la construction. Comme c'est un webinaire qui s'adresse principalement à des gens qui savent déjà ce que c'est l'hypothèque légale de la construction, je ne vais pas m'étendre en explication sur le sujet, mais disons simplement que c'est un droit hypothécaire qu'ont la plupart des acteurs de l'industrie de la construction dès lors qu'ils effectuent des travaux sur une propriété et qui peut ultimement leur permettre de faire vendre la propriété en justice pour être payés. Pour ceux qui nous réécouteraient plus tard, si ça vous dit absolument rien, mais je vous invite à aller mettre l'enregistrement sur pause, puis à aller jeter un œil à notre page sur le sujet. Évidemment, hein, ça ne se passe pas du jour au lendemain quand il y a une hypothèque légale. Il faut que la créance soit justifiée, que l'entrepreneur ait suivi les règles, puis le propriétaire va avoir l'occasion de se défendre. Parce que oui, des fois, le propriétaire a raison de ne pas vouloir payer, notamment quand les travaux ne respectent pas les normes ou le contrat. C'est un droit qui est prévu dans le Code civil du Québec. Néanmoins, l'hypothèque légale de la construction, ben, c'est un droit qui est extrêmement puissant pour mettre de la pression sur quelqu'un qui refuse de payer. Puis en particulier, de notre avis, pour deux raisons. D'abord, pour tout ce qui est de l'ordre des petites créances, ben, comme la Cour des petites créances n'a pas la compétence sur les hypothèques légales, ben, ça force un différend qui aurait pu se régler à peu de frais à migrer vers un tribunal supérieur, où il va coûter beaucoup plus cher pour se défendre. Pour un petit litige, souvent, à moins d'être en mesure de se représenter seul, ça devient souvent plus rentable de se faire avoir que de faire valoir ses droits. Ensuite, pour la majorité des propriétaires qui ont un solde hypothécaire, ben, il faut savoir qu'ici, l'hypothèque légale de la construction a priorité sur un prêteur hypothécaire. Donc, les prêteurs vont généralement voir l'hypothèque légale comme une menace à leurs propres droits. Puis, c'est d'ailleurs généralement mentionné comme un cas de défaut dans les conventions de prêt hypothécaire. Donc, souvent, c'est eux, même plus que l'entrepreneur, qui vont mettre de la pression sur le propriétaire pour qu'il obtienne la radiation de l'hypothèque légale, même quand c'est au détriment de ses droits. C'est donc dans ce contexte-là qu'une de nos principales revendications à ce sujet, c'est vraiment qu'il soit plus possible d'enregistrer une hypothèque légale de la construction pour un montant de l'ordre des petites créances. Actuellement, le seuil est à 15 000 mais il faut être bien conscient qu'il y a des litiges sensiblement plus élevés qui se retrouvent aux petites créances parce que le justiciable va choisir de réduire sa réclamation pour s'y adresser, puis s'épargner des honoraires d'avocat. Une autre façon d'aborder le problème, plutôt que de s'attaquer à l'ensemble des hypothèques légales de la construction, hein, c'est de passer par le Code de procédure civile, où il est déjà prévu à l'article 700 que dans la plupart des cas, on ne peut pas saisir la résidence principale d'une personne pour une créance de moins de 20 000. Donc, l'industrie conserverait son droit à l'hypothèque légale, mais dans les cas spécifiques d'une résidence principale, on pourrait imposer que le montant soit d'au moins 20 000 pour qu'elle lui serve à quelque chose. C'est des idées qui avaient été étudiées par le ministère de la Justice, qui a mené une analyse d'impact réglementaire à l'été 2021, mais c'est des idées évidemment qui ne font pas consensus avec l'industrie et on n'a pas réentendu parler d'un projet de règlement depuis ou d'un projet de loi depuis. Donc, avant de se pencher spécifiquement sur notre projet, je veux bien mettre les choses en perspective en vous donnant quelques statistiques. Les dernières données qu'on a achetées vont jusqu'à décembre 2024. Donc, il y a eu une forte augmentation du nombre d'hypothèques légales de la construction ces dernières années. Quand on a commencé à analyser ça en 2021, hein, c'était assez stable autour de 3 000 hypothèques légales par année.
En 2023-2024, on est à près de 7 000 par année. C'est donc vraiment pas quelque chose d'exceptionnel et ça concerne quand même plus de gens qu'on peut le penser. Cela dit, avec les données qu'on a, on peut déduire les cas où ça concerne vraisemblablement un consommateur, puis les cas où ça doit être plus de l'institutionnel, commercial, industriel. Mais je dois reconnaître que le gros de la hausse, il n'est pas dans la rénovation. En toute honnêteté, là, c'est dur de dire elle est exactement où parce que le gros de la hausse, elle est inscrite dans la catégorie de bâtiment terrain. Donc, c'est des nouvelles constructions en général. Je ne peux pas savoir facilement si c'est du résidentiel ou c'est autre chose. Puis même si c'est clairement résidentiel, ça ne nous dira pas si l'entrepreneur avait eu le temps de vendre la propriété à un client ou s'il a déclaré faillite avant, puis que ça n'a pas affecté d'acheteur. Donc, depuis la hausse, c'est beaucoup plus difficile de dire qui sont les personnes principalement concernées par l'hypothèque légale de la construction. Néanmoins, on peut assurément dire que c'est très utilisé. On peut également dire que lorsqu'il est vraisemblablement question d'un consommateur, dans 30 des cas, le montant est de moins de 20 000. Ça représente environ 300 cas par année en diminution, vraisemblablement à cause de l'inflation. Hein, logiquement, comme les travaux coûtent plus cher, la valeur des litiges est plus élevée et il y en a moins qui se retrouvent sous la barre des 20 000. Cela dit, la médiane demeure de l'ordre de 37 000, donc ce n'est pas si élevé non plus, là. Si on pose la même question sur le reste des hypothèques légales de la construction, en 2023-2024, il y a 12 des autres hypothèques légales de la construction qui sont de moins de 20 000 puis la médiane est de l'ordre de 157 000. On voit tout de suite avec un écart de 120 000 entre les deux médianes que c'est deux mondes complètement différents. Si on reprend le portrait pour l'ensemble des hypothèques légales, là, c'est 14 des hypothèques légales de la construction qui sont de moins de 20 000 puis la médiane est de l'ordre de 132 000. Donc, finalement, pour clore le portrait statistique, on peut souligner que depuis 2015, la part des hypothèques légales enregistrées sur un terrain ou un condominium a pratiquement doublé, passant d'environ 30 à près de 60. Inversement, la part de l'unifamilial est passée de 25 à 8 là. Donc, ça nous fait dire que l'utilisation a fortement augmenté dans le neuf, probablement stimulée par les quelques faillites majeures qui ont eu lieu. Euh, Parce que c'est pas tant le nombre d'hypothèques légales qui a diminué dans l'unifamilial, quoique un peu, mais surtout le nombre qui a augmenté sur les terrains ou condominiums. Tout ça pour dire que ça fait quelques années qu'on suit le dossier de plus près, puis que c'est même devenu, en tout cas moi personnellement, le dossier qui me préoccupe le plus, pour la simple et bonne raison que c'est bien beau d'avoir des droits. Quand les règles du jeu font en sorte que c'est désavantageux de les faire valoir, ça donne pas grand-chose. Puis que, de mon avis, l'hypothèque légale de la construction, en particulier sur des petits montants, c'est souvent un élément qui rend désavantageux de faire valoir ses droits. D'ailleurs, hein, dans le cadre d'un reportage de la facture où il y a plusieurs acheteurs d'un même entrepreneur qui s'étaient retrouvés avec de nombreuses hypothèques légales sur leur maison neuve, le ministre de la Justice, Jolin Barrette, s'était commis en pleine campagne électorale de 2018, puis il s'était engagé, s'ils étaient élus, à changer la loi. Suite au rapport de la Chambre des notaires, le ministère en est effectivement venu, comme je disais tout à l'heure, à une analyse d'impact réglementaire en 2021, à laquelle j'ai d'ailleurs participé. Puis, bon, j'imagine que le projet n'a pas obtenu consensus parce qu'on n'en a pas réentendu parler depuis. Donc, c'est dans ce contexte-là où on a cherché du financement au Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires, qu'on remercie d'ailleurs, pour s'intéresser aux équivalents dans les autres provinces, pour voir ce qui fonctionne ailleurs, puis voir ce qu'on pourrait peut-être importer au Québec. Puis là, certains nous ont dit que ça avait déjà été fait. C'est vrai, il existe des ouvrages sur la question. Cependant, c'est généralement par des gens qui s'adressent à des avocats spécialisés en droit de la construction dans les provinces de Common Law. Puis, je vous défie de trouver leur rapport disponible en ligne gratuitement. Donc, c'est la modeste contribution qu'on voulait offrir avec ce projet-là, s'intéresser aux privilèges de construction dans les différentes provinces canadiennes en s'intéressant spécifiquement à ce qui pourrait être intéressant au Québec, puis en gardant en tête un acteur souvent négligé, le consommateur. Pour ce faire, on a fonctionné en deux temps. D'abord, on a épluché les différentes lois sur la question pour l'ensemble des provinces et territoires. Ensuite, on a effectué des entrevues d'avocats spécialisés dans le domaine d'un peu partout au Canada pour s'intéresser à la manière dont la législation est utilisée à leur connaissance dans leur province.
Donc, entrons finalement dans le vif du sujet. Pour que le webinaire garde des proportions raisonnables, on ne va pas passer province par province. Ceux qui s'intéressent pourront lire le rapport. Plutôt, on va dresser un portrait des similitudes, donc les éléments qui se trouvent pas mal partout. Puis ensuite, on va traiter des particularités qui ressortent enjeu par enjeu. Donc, d'abord, les points communs. D'abord, comme ici, toutes les provinces et les territoires ont une loi qui vise à encadrer les créances dans l'industrie de la construction. Partout, l'idée principale de la loi, c'est de protéger les acteurs les plus en aval dans la chaîne de paiement, puis à plus forte raison, même les ouvriers, de tout ce qui peut causer un défaut de paiement par des acteurs en amont. Donc, le législateur leur a accordé ce qu'eux vont appeler des privilèges de construction, ou construction liens, builders liens, ou encore mechanics liens, selon la province. Dans le cadre du rapport et du webinaire, on va utiliser hypothèque légale quand on parle du Québec, puis privilège de construction quand on parle de l'ensemble du Canada. Donc, un peu partout, même si l'entrepreneur général y a évidemment droit, la perception des gens qu'on a consultés, c'est que la loi vise avant tout à protéger les sous-traitants, fournisseurs de matériaux et ouvriers. Parfois, les architectes, les ingénieurs également, mais pas toujours. En ce sens, ce sont des lois qui visent avant tout les grands chantiers, parce que c'est là qu'un acteur en aval peut se retrouver loin dans la chaîne de paiement, puis qui est plus à risque que ça bloque quelque part. Dans tous les cas, donc, le privilège existe d'abord de manière occulte, c'est-à-dire que le droit existe de facto, en général, dès le début de la prestation de service ou de la livraison des matériaux. La loi va prévoir un délai maximal pour les publier qui va de 30 à 90 jours selon les provinces, délai qui débute en général à l'abandon ou la fin des travaux. Dans le cas des travaux supervisés par un professionnel, puis même dans certains autres cas, on va également s'appuyer sur l'émission d'un certificat d'exécution pour l'essentiel ou encore d'un certificat de fin des travaux pour faire débuter le délai. Une fois que le privilège publié, la loi va prévoir un délai maximal pour intenter une action visant à faire exécuter le privilège, dans certains cas, pour que l'action soit carrément set for trial. Euh, le délai va être de 30 jours à 2 ans, dépendamment des provinces. Une des principales différences avec le système québécois, c'est l'exigence partout qu'a le propriétaire d'effectuer une retenue sur les paiements. Les lois prévoient vraiment une obligation pour le propriétaire d'effectuer une retenue ou holdback sur tout paiement effectué à l'entrepreneur d'un certain pourcentage puis à une certaine durée qui sont prévues dans la loi. Souvent, ces retenues-là sont considérées être en fiducie. Ils ne peuvent pas être libérés avant l'expiration du délai d'enregistrement des privilèges. Puis, advenant qu'un fournisseur ne soit pas payé, puis inscrive un privilège, bien, le propriétaire aura donc le pourcentage de côté pour pouvoir payer lui-même le dit fournisseur. Puis d'ailleurs, sa responsabilité au propriétaire face au fournisseur, elle va être limitée au montant qui est tenu de retenir de par la loi. Pour ce qui est de la partie qui est effectivement payée à l'entrepreneur, il y a plusieurs provinces qui prévoient que les sommes payées pour un projet de construction constituent un fonds en fiducie au bénéfice des sous-traitants, fournisseurs et travailleurs. Donc, il n'est pas permis à l'entrepreneur de détourner ces sommes-là à d'autres fins avant d'avoir payé des gens plus en aval dans la chaîne de paiement. Il y a même des infractions avec des peines assez sévères qui peuvent être prévues, même des peines d'emprisonnement dans certains cas, si l'entrepreneur détourne ces fonds-là avant d'avoir payé des sous-traitants. Notons que partout, un recours doit être initié dans un tribunal supérieur, même si la créance est de l'ordre des petites créances. Cela dit, récemment, l'Ontario est devenu la première province à offrir une réelle alternative à ce problème-là, dont il va être question plus loin. Et également, dans tous les cas, l'enregistrement d'un privilège, c'est vraiment une formalité. Le fondement en droit n'est jamais vérifié au moment de l'enregistrement. Il appartient ensuite au propriétaire du bien crevé de s'en défendre s'il s'estime lésé. Par ailleurs, il y a certaines provinces qui prévoient des mécanismes de règlement des différends plus élaborés ou encore qui comportent des sanctions en cas d'abus, éléments qu'on va aborder plus tard. Donc, les différentes législations ne sont pas si différentes de celles du Québec. Puis, d'ailleurs, les enjeux rencontrés au Québec se retrouvent partout ailleurs, à divers degrés. Cependant, toutes les législations étudiées ont trois différences majeures avec la législation au Québec. D'abord, l'obligation des sous-traitants de dénoncer leurs travaux par écrit aux propriétaires avant de les effectuer existe nulle part ailleurs qu'au Québec. C'est une mesure qui informe le propriétaire qu'il y a une personne qui a un droit à l'hypothèque sur sa propriété et qui devrait retenir le montant correspondant jusqu'à ce qu'il y ait la preuve que le sous-traitant a été payé. Or,
De notre avis, c'est un élément clé dans l'utilisation qui est faite de l'hypothèque légale parce que de nombreux sous-traitants ne se donnent pas la peine de dénoncer leurs travaux et donc ils perdent leur droit à l'hypothèque légale. Ainsi, bien que dans la plupart des autres provinces, la perception, c'est que la majorité des privilèges de construction sont inscrits par des sous-traitants, dans la rénovation, en tout cas ce qui concerne le consommateur, on observe exactement l'inverse au Québec. On ne voit presque jamais, nous, d'hypothèque légale de sous-traitants, sauf dans le neuf. Ensuite, pour compenser le fait que les sous-traitants n'ont pas à dénoncer leurs travaux, dans toutes les autres provinces, comme je disais, le propriétaire a une obligation de retenir un certain pourcentage sur les factures à payer pour une durée déterminée, ce qui n'existe pas au Québec. L'avantage de la retenue obligatoire, c'est que du moment que le propriétaire effectue la retenue, ben, sa responsabilité face aux ayants droit, autres que l'entrepreneur général, ben, elle est limitée au pourcentage qui est prévu par la loi. Donc, ça vient limiter quand même son risque. Au Québec, si face à un sous-traitant, la responsabilité du propriétaire est limitée au montant dénoncé, ben, il n'y a aucune limite, par exemple, face à un ouvrier qui, lui, n'a pas à dénoncer ses travaux. Le désavantage d'une telle méthode, c'est que par ignorance de la loi ou dû aux pressions de l'entrepreneur, il y avait unanimité chez les avocats consultés sur le fait que les consommateurs effectuent que très rarement la retenue prévue par la loi. Donc, dans les autres provinces, le fardeau de bien connaître le droit, il repose sur les épaules du propriétaire qui doit effectuer la retenue, alors qu'au Québec, il repose sur les épaules du sous-traitant qui doit dénoncer ses travaux pour conserver son droit. Ça nous semble assez cohérent avec l'idée chère au droit de la consommation que celui qui fait le commerce d'un bien ou d'un service, c'est celui qui doit avoir le fardeau d'être un expert dans le commerce de ce bien ou de ce service. Finalement, une différence significative, c'est également que contrairement au Québec, où seuls certains professionnels peuvent requérir une inscription au registre foncier, généralement les avocats, les notaires, dans les autres provinces, un entrepreneur peut lui-même remplir le formulaire pour inscrire un privilège de construction. Évidemment que les avocats, vont toujours le déconseiller parce que, s'ils font une erreur dans le formulaire, ben, ça risque de leur être fatal. Mais lorsque le montant de la créance ne justifie pas le recours à un professionnel, ben, l'entrepreneur peut tout à fait inscrire son droit lui-même à peu de frais. En contrepartie, comme les frais d'avocat ne peuvent pas à eux seuls freiner l'inscription des privilèges d'un montant ridiculement bas, certaines provinces imposent une valeur minimum pour l'inscription d'un privilège de construction qui va de 32 $ à l'île du Prince-Édouard jusqu'à maintenant 1 000 $ au Nouveau-Brunswick. Donc, après ce bref tour d'horizon, ça nous amène à se pencher un peu plus sur diverses questions qu'on s'est posées. D'abord, la question de la valeur protégée par le privilège. Bien que les définitions peuvent varier pas mal d'une province à l'autre, puis d'un cas de figure à l'autre, en pratique, ça veut pas mal tout le temps dire la valeur des travaux. Un cas d'exception à noter, c'est que dans le cas des ouvriers, certaines provinces vont limiter le nombre de jours ou de semaines de salaire pour lesquels un ouvrier peut réclamer un privilège. Le délai pour l'inscrire en général ne sera pas nécessairement le même. Donc, si l'ouvrier n'enregistre pas assez rapidement son privilège, là, il risque de perdre une partie de ses droits. Par ailleurs, là où il y a une nuance importante à faire, c'est que même si le privilège est d'une certaine valeur, dans le cas des sous-traitants, on a dit, la responsabilité du propriétaire va être limitée à la retenue obligatoire qui était tenu d'effectuer. Donc, si le propriétaire a effectué la retenue, il y a déjà l'argent nécessaire pour payer d'éventuels détenteurs de privilèges. Si le montant de la retenue n'est pas suffisant pour payer tous les créanciers, ben c'est eux qui vont y perdre, pas le propriétaire. C'est une différence majeure avec le Québec. Cela dit, bon, on ne s'en plaint pas parce que ici, de notre avis, c'est encore mieux parce que le sous-traitant doit dénoncer ses travaux pour avoir droit à l'hypothèque légale. Donc, le propriétaire sait exactement quel montant il doit retenir pour se protéger. Puis l'entrepreneur n'a pas à concilier avec des retenues qui sont parfois pas justifiées, là, parce que, dans le fond, la retenue est là pour protéger les sous-traitants. L'entrepreneur, s'il a tout fait lui-même, qu'il n'y a pas de sous-traitant, il n'y a pas de pertinence à la retenue. Inversement, dans les autres provinces, si par erreur ou ignorance ou dû aux pressions d'entrepreneurs, le propriétaire omet d'effectuer la retenue, ben, il demeure responsable pour le montant qu'il aurait dû retenir. D'ailleurs, bien que ça ne semble pas fréquent, euh, il y a des cas où un entrepreneur, par méconnaissance ou pour faire pression, va inscrire un privilège de construction pour réclamer un montant qui a été retenu légitimement par le propriétaire, ce qui vient bien illustrer les limites à faire peser cette responsabilité-là sur les épaules du propriétaire. C'est un peu la raison pour laquelle on n'a pas poussé très loin l'analyse fine des différents articles sur les retenues,
parce qu'on ne voyait pas vraiment d'intérêt à l'importer au Québec. Ensuite, comme mentionné, la question du rôle du professionnel dans l'inscription. Au Québec, les personnes pouvant requérir une inscription ou une radiation au registre foncier sont limitées. Pour inscrire une hypothèque légale à la construction, l'entrepreneur va devoir requérir les services d'une personne autorisée, généralement un avocat ou un notaire. Sauf pour les grandes entreprises qui auraient un juriste à leur emploi, il y a donc un coût significatif à ça, ce qui limite l'inscription d'hypothèques légales pour des montants ridiculement bas. Néanmoins, il n'y a pas de montant minimal qui donne droit à une hypothèque légale et comme on a d'ailleurs pu le constater, de 2015 à 2022, il y a plus de 300 inscriptions pour des montants de moins de 100 au Québec. Donc, le coût de l'inscription, c'est un facteur qui restreint les hypothèques légales de faible valeur, mais ça n'empêche pas du tout certains de quand même inscrire des hypothèques légales qui semblent pas rentables à première vue. Dans les autres provinces, comme je disais, quiconque peut requérir l'inscription d'un droit sur un bien foncier. Les juristes recommandent évidemment pas ça. Néanmoins, l'entrepreneur peut tout à fait le faire lui-même à peu de frais et ça peut rendre rentable l'inscription d'un privilège pour un montant dérisoire. Peut-être pas dans le but de se rendre jusque devant le juge parce qu'il va quand même avoir besoin d'un avocat dans le processus, mais au moins pour faire pression sur le client. Cependant, il y a plusieurs provinces, comme je disais, qui représentent quand même 35 de la population canadienne, qui exigent un montant minimal pour avoir droit à un privilège de construction. Comme je disais, ça va de 32 à 1 000 là, 1 000 étant le plus récent, ça, au Nouveau-Brunswick en 2021. Cela dit, la majorité des provinces et territoires n'ont pas d'exigence en la matière, puis la moyenne de celles qui en ont est de 420 moyenne pondérée par la population. Ça demeure donc des montants assez faibles en considération des démarches juridiques nécessaires pour faire exécuter le droit, puis même encore plus dérisoires en comparaison de la valeur du bien crevé, là. Cela dit, avec le 1 000 du Nouveau-Brunswick, on commence à être un peu plus sérieux. Si on place tout ça sur un graphique, on voit bien que les montants adoptés, ce n'est pas le reflet de l'inflation, là, qui est la ligne orange, mais c'est bien davantage le reflet des choix législatifs des provinces. Les deux seuls qui ont adopté un nouveau minimum récemment l'ont placé beaucoup plus haut que les autres. Donc, il s'agit d'augmentations qui sont sans commune mesure avec l'inflation, puis qui reflètent vraiment la réalisation que l'utilisation d'un privilège de construction pour des montants dérisoires, ça n'a peut-être pas de sens. De notre avis, une saine administration de la justice ne devrait pas permettre une procédure potentiellement aussi lourde de conséquences pour des montants qui ne le justifient pas. Notre opinion à ce sujet-là va évidemment beaucoup plus loin même que les montants les plus élevés qui ont été adoptés, là. Ça nous semble quand même corroborer notre constat qui l'hypothèque légale ou entre le privilège de construction n'est pas le bon outil pour régler des différends de faible valeur. Cela dit, ici, hein, il n'est pas question uniquement d'argent. En forçant le recours à un professionnel pour acquérir l'inscription d'une hypothèque légale au registre foncier, le Québec a également mis un rempart qui doit filtrer des requêtes erronées, voire infondées, celles qui sont frivoles, vexatoires, abusives ou de mauvaise foi. En effet, puis là, je cite un jugement contre un avocat qui avait inscrit une hypothèque légale qui s'avait infondée. L'avocat qui conseille à son client d'entreprendre ou encore accepte d'être instrumentalisé par celui-ci aux fins d'entreprendre une démarche qu'il sait destinée à des fins autres que celles voulues par le législateur, peut engager sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de la personne qui subit des dommages découlant de cet agissement. Euh, Ça n'empêche pas certains de le faire, puis même rarement d'être poursuivis pour ça. Cependant, même lorsqu'une faute est reconnue, les dommages directs reconnus comme découlant de la faute sont toujours, à notre connaissance, sans commune mesure avec les dommages subis par la victime, notamment considérant les honoraires extrajudiciaires. Donc, de notre avis, le pouvoir de requérir une inscription au registre foncier sans qu'il y ait aucune vérification qui soit faite là, du bien fondé de la requête préalablement à l'inscription, c'est un pouvoir qui est lourd de conséquences. Il y aurait lieu, selon nous, de favoriser l'octroi de dommages punitifs, le remboursement des honoraires extrajudiciaires, quand c'est clair que le professionnel ne pouvait pas ignorer que son geste fautif aurait des répercussions dommageables sur autrui. Ensuite, au Québec, c'est possible de renoncer au droit à l'hypothèque légale de la construction, mais pas au droit d'inscrire une hypothèque légale. Puis c'est même une pratique courante dans les projets d'envergure que de convenir à l'avance de renoncer à ce droit-là,
puis de se contraindre à d'autres moyens de règlement des différends, par exemple l'arbitrage. Or, dans plusieurs provinces, comme l'Ontario ou le Manitoba, c'est pas possible. La renonciation est considérée contraire à l'ordre public. Il faut dire que c'est des lois quand même qui sont complexes, qui incluent beaucoup plus que simplement le privilège de construction. Donc, ça comprend le système de retenue, les fonds en fiducie. Donc, ce n'est pas uniquement du privilège dont il est question, mais de tout le système qui encadre la gestion des créances dans le domaine de la construction. Néanmoins, si on peut comprendre qu'on veuille empêcher quelqu'un de renoncer à des mesures visant sa protection, voire empêcher quelqu'un de faire pression sur lui pour ça, c'est quand même à noter que de telles interdictions au nom de l'ordre public empêchent les co-contractants de convenir d'autres moyens de protéger les intérêts des uns des autres. Donc, c'est une disposition pour laquelle on ne voit aucun intérêt pour le Québec, ce qu'on tenait à noter. Ensuite, au Québec, on partage avec Terre-Neuve et Labrador le délai le plus court, soit 30 jours, durant lesquels le privilège existe de manière occulte sans être publié ou quoi que ce soit. Donc, les variations entre provinces sont ici plus importantes. Il y a matière à s'inspirer pour faire évoluer le droit québécois. Le délai et le déclencheur qui sont pertinents pour deux raisons opposées, hein. C'est sûr, d'une part, ces privilèges existent sans qu'il soit nécessaire de les publier. C'est un peu une épée de Damoclès dont on ne voudrait pas qu'un créancier bénéficie indéfiniment. Donc, il faut évidemment que tôt ou tard, ce droit-là s'éteigne, mais inversement, l'entrepreneur a intérêt à ce que ce privilège-là dure le plus longtemps possible. Donc, de manière mitoyenne, on notera que tous les deux ont intérêt à ce que l'entrepreneur ne soit en aucun cas contraint par le délai à inscrire un privilège alors que les parties négocient encore de bonne foi. Euh, lorsque l'ayant droit se trouve au bout du délai, il n'y a pas de choix autre que de soit publier son privilège, soit le perdre. Donc, l'inscription précipitée, c'est un scénario qui est plausible dans la plupart des provinces, d'autant plus que le délai est court. Plus le délai est court, comme au Québec, plus l'entrepreneur se retrouve rapidement forcé de choisir entre inscrire son privilège ou y renoncer. Comme les factures sont souvent payables en 30 jours ici, plus le délai entre la fin des travaux et l'émission de la facture, ben, le fait que le délai d'inscription d'une hypothèque légale soit de 30 jours après la fin des travaux, ça implique implicitement que la plupart du temps, le délai accordé pour le paiement n'est pas encore échu quand le droit à l'hypothèque légale s'éteint, ce qui est assez contre-productif. Dans la majorité des provinces, le délai est de 45 jours ou plus, même de 60 jours pour près de la moitié d'entre elles. Cela dit, ce n'est pas uniquement la durée qui compte, mais c'est également l'élément déclencheur du délai. Dans plusieurs provinces, on fait référence à la fin des travaux, mais dans certains cas, de manière plus formelle, par l'émission d'un certificat d'exécution substantielle. Dans certains cas, on fait plutôt référence au dernier jour sur le site. Par ailleurs, certains font également référence à la date d'achèvement des travaux prévus dans le contrat, que ce soit en Ontario, territoire du Nord-Ouest, par exemple. C'est une mesure qui donne un incitatif certain aux entrepreneurs à respecter leurs engagements parce que ça va commencer à courir à partir de la date qui était prévue au contrat. Donc, s'ils prennent du retard dans les travaux, ben, éventuellement, ils vont perdre leurs droits avant même d'avoir fini les travaux. Ça serait clairement une mesure intéressante à adapter pour le Québec. Or, euh, un problème que nous, on voit beaucoup dans le petit résidentiel, c'est que les entrepreneurs, la plupart du temps, ne veulent pas se commettre à l'avance sur une date de fin des travaux, écrite dans le contrat, j'entends. Donc, pour qu'une mesure comme ça fonctionne, ben, il faudrait aussi qu'il y ait une autre mesure qui viendrait inciter fortement les entrepreneurs à convenir d'une date de fin des travaux dans les contrats. Par exemple, la RBQ pourrait soit imposer l'utilisation de contrats normés dans la rénovation résidentielle, ou encore, il pourrait même modifier l'article 50 de la loi sur le bâtiment de manière à rendre l'hypothèque légale dépendante d'un tel engagement au départ. Bon, il y a plein de possibilités possibles. Possibilités possibles. Mais une chose est sûre, c'est que la date de fin des travaux prévue au contrat, c'est une mesure qui serait intéressante pour inciter les entrepreneurs à respecter les dates qu'ils se donnent. Donc, cela étant dit, une mesure comme ça inciterait aussi à la transparence, dans le sens où l'entrepreneur aurait soudainement intérêt à indiquer une date de fin des travaux réaliste, peut-être même tardive, ce qui permettrait à ses clients d'avoir l'heure juste, plutôt que de donner des promesses creuses, là. Ensuite, pour ce qui est du délai pour intenter une action, le même dilemme se pose. Le privilège, c'est un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête du propriétaire. On ne voudrait pas que ça dure trop longtemps, mais en même temps,
On ne voudrait pas que l'entrepreneur soit forcé d'intenter une action alors que les parties sont encore en train de négocier. Il y a un arbitrage à faire entre les deux. Alors qu'au Québec et en Alberta, le délai est de 6 mois, il est de 90 jours dans la majorité des provinces. Donc, on a déjà un délai un peu plus long que la moyenne. Cela dit, il est quand même d'1 an en Colombie-Britannique puis de 2 ans au Manitoba. Une nuance importante à faire sur le Québec, c'est que bien que le délai soit officiellement de 6 mois, plutôt que d'intenter un recours, c'est possible de transmettre un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire ou avis de 60 jours. Puis une fois que cet avis-là est transmis dans le délai de 6 mois, il n'y a rien qui force le créancier à intenter son recours plus rapidement. Ça devient la prescription générale de 3 ans qui s'applique. Donc, le délai au Québec, qui nous semble plus court, il peut être beaucoup plus long en pratique. Afin d'éviter des cas où le créancier inscrit un privilège sans intenter de recours, puis les impacts que ça peut avoir sur le propriétaire, l'Alberta, le Manitoba, la Colombie-Britannique ont prévu la possibilité pour le propriétaire de transmettre un Notice to Commence an Action, ou qu'on pourrait traduire par un avis d'avoir à intenter une action. Donc, ils peuvent transmettre un avis au détenteur de privilèges pour forcer à intenter une action dans les 21 ou 30 jours, selon la province, après lesquels autrement le privilège expire. Donc, ça nous semble une mesure particulièrement intéressante dans les cas où un privilège est inscrit par un créancier qui se sait dans le tort, mais qui l'utilise pour faire pression sur son client. Le créancier, il n'a pas vraiment aidé d'aller à procès. Il sait que ça va lui coûter cher et qu'il risque de perdre. Il sait qu'il est dans le tort. Mais avec un avis comme ça, ben, ça va le forcer à soit aller de l'avant, puis à avancer des coups dans une cause qu'il sait qu'il va perdre, ou à renoncer à son privilège. Et ça va permettre surtout au propriétaire d'obtenir la radiation plus simplement et à moindre coût. Par ailleurs, encore une fois, ce n'est pas uniquement le délai qui compte, mais également le moment à partir duquel il court. Or, il y a certaines provinces et territoires, Nouvelle-Écosse, territoire du Nord-Ouest, Yukon, qui font référence à la période de crédit. Ainsi, supposons qu'un entrepreneur indique que sa facture est payable dans les 90 jours. Euh, le délai à partir duquel il va avoir à intenter une action commence juste à courir après 90 jours, après la facturation. Ce qui peut nous amener beaucoup plus loin qu'un délai courant dès la fin des travaux. On nous a même rapporté que certains entrepreneurs en situation différente émettent des factures à période de crédit particulièrement longues, spécifiquement dans le but de prolonger le délai pour poursuivre, dans le but justement d'avoir suffisamment de temps pour en arriver à une entente négociée sans avoir eu à intenter une action, tout en conservant leur privilège le plus longtemps possible, advenant qu'ils ne réussissent pas à s'entendre. C'est la démonstration que pour des acteurs de bonne foi, un délai plus long, c'est à privilégier. Au niveau de la priorisation des droits, on n'a trouvé aucune mesure particulière qui vient moduler les privilèges de construction en cas de transaction immobilière. Partout au Canada, c'est des privilèges qui sont attachés à la propriété, puis non au propriétaire. Si le fait de changer de propriétaire change absolument rien. Ça peut d'ailleurs poser problème dans le cas où les travaux sont effectués peu avant la vente, dans le délai d'inscription d'un privilège de construction, parce que le nouveau propriétaire peut très bien subir les conséquences d'un défaut de paiement de l'ancien propriétaire. Le fait que les privilèges existent sans qu'ils soient publiés rend difficile, voire impossible, d'être absolument certain qu'aucun privilège existe au moment de la transaction. C'est d'autant plus vrai dans le cas d'une construction neuve, où les travaux ont presque toujours eu lieu peu avant la transaction, puis où le nombre élevé de sous-entrepreneurs qui peuvent bénéficier d'un privilège est quand même assez élevé. Donc, il y a d'ailleurs eu 2 cas au Québec de faillite fortement médiatisés dans la construction résidentielle neuve ces 10 dernières années. La Chambre des notaires était arrivée à la conclusion à l'époque que les vérifications de l'entrepreneur par le notaire étaient suffisantes dans les circonstances. Donc, malgré qu'il y ait de nombreux acheteurs aux prises avec plusieurs hypothèques légales suite à la vente, euh, il y a évidemment là une faille à combler. D'ailleurs, le rapport de la Chambre des notaires sur la question avait plusieurs recommandations à ce sujet-là, qu'on trouvait des très bonnes recommandations. Cela dit, bien que personne n'ait eu des cas similaires en tête dans les autres provinces, tous nous ont dit que c'était un scénario plausible chez eux, sauf peut-être un peu à Terre-Neuve où on nous disait que le délai des vérifications dans le cadre de transactions immobilières était assez long, puis que le processus habituel d'une transaction immobilière dépassait la période d'inscription d'un privilège de construction, qui en pratique rendait le scénario improbable, même si possible en théorie. Une possibilité pour combler cette faille-là,
au moins en ce qui concerne la construction neuve, serait que lors de l'achat d'une habitation neuve, le notaire ait l'obligation de retenir le montant, ben, un pourcentage du montant de la vente jusqu'à 30 jours après la fin des travaux, puis de vérifier qu'aucune hypothèque légale a été enregistrée avant de remettre l'argent au vendeur. Ça serait une option. À noter que ce n'est pas une mesure qu'on a observée telle quelle dans une autre province. Cela dit, l'obligation que là-bas, le propriétaire d'effectuer une retenue lors des travaux peut jouer un peu le même rôle, dans le sens où, euh, comme le propriétaire doit effectuer une retenue et que c'est considéré être en fiducie, ben, c'est pas le notaire de la transaction immobilière qui garde l'argent, mais l'argent est quand même supposé exister pour d'éventuelles réclamations de privilèges dans les autres provinces. Cela dit, à part qu'il y a des recours possibles, ça ne nous garantit absolument pas que l'ancien propriétaire a effectivement fait la retenue, là. Ensuite, notre enjeu préféré, les privilèges de l'ordre des petites créances. D'abord, comme au Québec, toutes les provinces ont une cour des petites créances, laquelle, sauf de cas particuliers, n'est pas compétente pour traiter des privilèges de construction. Ainsi, comme au Québec, un litige de l'ordre des petites créances doit être intenté dans un tribunal supérieur lorsqu'il y a un privilège de construction qui est en jeu. Comme au Québec, il y a toujours moyen de substituer le privilège de construction pour une autre sûreté afin de pouvoir régler sur le fond à moindre coût petite créance, mais ça impose quand même de disposer des liquidités suffisantes pour procurer la sûreté, ce qui peut être difficile quand la raison pour laquelle le propriétaire ne veut pas payer, c'est la qualité des travaux puis que des correctifs urgents sont nécessaires. C'est également plus difficile parce que le montant de la sûreté doit être supérieur au montant en litige afin de couvrir les frais de justice, des intérêts qui pourraient être octroyés, euh, des dommages. Donc, il faut mettre plus d'argent sur la table quand on fournit une sûreté, en plus de le fournir plus vite. Aussi, il y a parfois désaccord sur le caractère suffisant de la sûreté qui est offerte. De notre avis, là, le fait de devoir défrayer des honoraires d'avocat pour s'entendre sur le fait que la sûreté est suffisante ou pas, ça constitue un frein à l'accès à la justice. D'ailleurs, on voit des cas où la partie adverse utilise ce critère-là un peu pour décourager l'autre partie. C'est vraiment utilisé comme moyen de pression dans certains cas. Donc, contrairement au Québec, il y a plusieurs provinces, Nouveau-Brunswick, Ontario, Territoire du Nord-Ouest, le Saskatchewan, qui ont prévu dans la loi le montant supplémentaire qui doit être ajouté à la sûreté, lequel va être le moindre entre un montant fixe qui varie selon la province ou 25 de la créance. Le montant fixe se promène entre 50 000 puis 250 000 selon la province. Donc, ça pourrait être un ajout intéressant ici aussi qui viendrait limiter les litiges possibles sur le montant de la sûreté. Ensuite, les jugements de la Cour des petites créances étant généralement sans appel, puis le consommateur doit s'y représenter seul, on peut comprendre que la pertinence de ne pas donner de compétences en matière d'hypothèque légale de la construction, puis de biens fonciers en général. Néanmoins, c'est à noter que cette limitation-là concerne des litiges d'autant plus nombreux que le montant permis aux petites créances est élevé. À ce sujet-là, le Québec s'est largement laissé dépasser par toutes les autres provinces et territoires. En 2002-2003, là, au Québec, le seuil était à 10 000 44 au-dessus de la moyenne canadienne, qui était de près de 7 000 En 2025, notre limite est rendue à 15 000 mais on est rendu 55 en dessous de la moyenne canadienne, qui est rendue de plus de 33 500 Notons que la moyenne est tirée quand même par le haut par Ontario, Saskatchewan à 50 000 puis l'Alberta à 100 000 Clairement, on n'a pas tous la même définition de ce qu'est une petite créance. Cela dit, donc, avec des maximums de plus en plus élevés pour les cours des petites créances à travers le Canada, la déduction logique, c'est que vraisemblablement, il y a de plus en plus de litiges dans le domaine de la construction qui seraient admissibles à la Cour des petites créances s'il n'était pas question d'un privilège de construction. C'est peut-être pour ça qu'il y a un cas particulier à noter où le problème est en partie réglé. En Ontario, depuis fin 2024, bien que l'action faisant valoir le privilège doit être intentée dans un tribunal supérieur, le défendeur il peut tout à fait demander à ce que le litige soit transféré aux petites créances pour être tranché sur le fond, duquel il va ensuite être renvoyé au tribunal supérieur qui va statuer sur le privilège en tant que tel. C'est sûr que c'est des allers-retours qui imposent quand même certains frais et délais, mais dans les cas où le litige sur le fond est assez complexe, ça permet quand même de s'épargner des frais d'avocat pour la partie la plus longue, celle qui va être sur le fond, qui va se passer aux petites créances.
Donc, ça demeure un système imparfait de notre avis, mais quand même beaucoup mieux que ce qu'on peut voir au Québec, d'un point de vue d'accès à la justice. Ensuite, un autre point cher à nos yeux, c'est, une idée qu'on défend depuis quelques années, c'est que le vrai problème avec l'hypothèque légale de la construction, c'est la facilité avec laquelle on peut en abuser. Hein, c'est ceux qui en abusent puis qui s'en servent comme un levier de négociation pour faire plier un client qui, par ailleurs, est dans son droit. C'est une pratique qui est reconnue par tous les avocats interviewés, peu importe la province. C'est pour ça que la CQC défend que des mesures punissant l'utilisation abusive de l'hypothèque légale de la construction pourraient peut-être faire partie de la solution au problème, plutôt que de transformer l'hypothèque légale de la construction en soi puis de pénaliser tous les acteurs de l'industrie. On pourrait lutter plus efficacement contre ceux qui en abusent. Ah, il y a quand même quelques provinces où ça existe déjà. Bon, il y a juste la Colombie-Britannique qui a prévu vraiment une infraction pénale avec une amende en cas de privilège infondé, notamment pour montant exagéré. Mais il y a quand même la moitié des provinces qui prévoient au moins la responsabilité pour les dommages qui découlent de l'inscription fautive d'une hypothèque légale à la construction. Par exemple, bon, il y a plusieurs exemples que je vous ai affichés. Là, au Manitoba, une personne qui enregistre une réclamation de privilège, ou bien pour un montant dépassant largement le montant qui lui est dû, ou bien alors qu'elle sait ou devrait savoir qu'elle n'a pas droit à un privilège, ben, elle est responsable envers toute personne qui subit des dommages en conséquence de son geste. À moins qu'elle ne convainque le tribunal qu'il y avait bonne foi et absence de négligence de sa part quand l'enregistrement a été fait et quand le montant de la réclamation de privilège a été calculé. C'est à peu de choses près la même chose au Nouveau-Brunswick. Donc, responsable dans les situations où elle sait qu'elle aurait dû savoir que la somme réclamée dans la revendication de privilège a été exagérée, où elle sait ou aurait dû savoir qu'elle n'a pas de privilège. Même chose en Ontario, où la personne est responsable envers quiconque subit des dommages, devait savoir que le montant du privilège était délibérément excessif ou devait savoir qu'elle n'a pas de privilège. Euh, Comme je disais, la Colombie-Britannique, article 45, qui prévoit une amende qui peut aller jusqu'à 2 000 $ pour l'inscription d'un privilège sous de fausses allégations. Néanmoins, hein, il faut souligner que bon, l'effet dissuasif d'une clause pénale dépend beaucoup des ressources publiques qui sont consacrées à son application. On peut bien voir, par exemple, avec l'Office de la protection du consommateur, que bien qu'il y ait des poursuites pénales qui se font, ça n'empêche pas nombre de commerçants d'enfreindre la loi. Euh, Deux, pénaliser les abuseurs, ça ne rend pas la défense des victimes plus rentable. D'un point de vue de la victime, quand il se demande s'il a intérêt à faire valoir ses droits, l'amende que pourrait potentiellement recevoir l'abuseur, ça couvre en rien ses honoraires d'avocat. C'est d'ailleurs pour ça que la CQC propose depuis 2021 non pas une disposition pénale, quoique ça serait intéressant, mais bien l'octroi de dommages punitifs dans de tels cas. Une telle mesure, ça aurait à la fois un effet dissuasif pour l'abuseur, mais aussi un effet incitatif pour la victime. Donc, si on refait la synthèse des principales observations, euh, d'abord dans le cas spécifique de la transaction immobilière, puis en particulier quand il est question d'une construction neuve, comme aucun acteur est tenu de dénoncer son droit à l'hypothèque légale au futur acheteur, ben, on retient l'idée dans les autres provinces que la responsabilité du propriétaire soit limitée à un certain pourcentage qu'il doit retenir. Donc, de manière similaire, l'idée qu'un certain pourcentage soit systématiquement retenu, par exemple, par le notaire, jusqu'à ce que tout droit à l'hypothèque légale se soit éteint, ça pourrait être à considérer, puis ça éviterait des cas comme la faillite de Bel Habitat. Concernant la priorité de l'hypothèque légale sur presque toute autre créance, on croit qu'il y aurait lieu d'uniformiser nos pratiques avec celles de la plupart des provinces, lesquelles s'appuient sur le principe d'antériorité. Ainsi, une hypothèque légale, la construction ne devrait pas primer sur une hypothèque conventionnelle antérieure à l'enregistrement de l'hypothèque légale de la construction. Ensuite, le délai pour l'inscription d'une hypothèque légale de la construction pourrait être augmenté de manière à, au minimum, être plus long que la période de crédit habituelle de 30 jours. Là. On ne voit pas trop sur quoi s'appuyer pour trancher entre les 40 jours de la Saskatchewan, les 45 jours de la Colombie-Britannique, du Nunavut ou les 60 jours de l'ensemble des autres provinces. Mais clairement, les 30 jours que le Québec partage avec Terre-Neuve nous semblent trop brefs. Une autre manière d'envisager le délai plutôt que de l'allonger, ça pourrait être au contraire de le réduire, disons à 21 jours, mais de le faire débuter à partir du moment où le client est effectivement en défaut de paiement, c'est-à-dire soit au moment où il reçoit la facture, si celle-ci est payable à la réception, ou à la fin de la période de crédit, si la facture en offre une. Donc, pour éviter les abus, il faudrait quand même que la facture ait été émise peu après la fin des travaux, là, disons 14 jours.
mais ça éviterait les cas où l'entrepreneur inscrit une hypothèque légale hâtivement simplement pour éviter de perdre son droit. Ensuite, le Québec, c'est la seule province où un entrepreneur ne peut pas requérir lui-même une inscription d'un droit au registre et il doit recourir au service d'un professionnel. Euh, Malgré que les erreurs lors d'une inscription faites par l'entrepreneur lui-même dans les autres provinces puissent souvent se retourner contre lui et servir le consommateur, ça nous semble être un rempart minimal essentiel contre les inscriptions frivoles, vexatoires, abusives ou de mauvaise foi. Cela dit, ça n'empêche pas certains professionnels de tout de même inscrire et parfois même d'être poursuivis pour cela. Même lorsqu'il y a une faute professionnelle, la responsabilité du professionnel est sans commune mesure avec le dommage subi par la victime, de notre avis. Donc, il nous semble que si le recours à un professionnel est nécessaire pour requérir une inscription au registre, c'est précisément pour éviter des requêtes erronées, voire infondées. C'est un rôle important qui justifierait une responsabilisation du professionnel beaucoup plus importante. Et selon nous, la possibilité de réclamer des dommages punitifs puis des honoraires extrajudiciaires. Ensuite, afin de contrer les cas où le créancier inscrit un privilège sans intenter de recours, puis les impacts que ça peut avoir sur le propriétaire, ça serait opportun d'ajouter la possibilité pour le propriétaire de transmettre un avis d'avoir à intenter une action au créancier. Donc, ça forcerait le créancier à intenter une action dans un certain délai, après lequel, autrement, l'hypothèque légale de la construction expire. Ça nous semble une mesure particulièrement pertinente dans les cas où un propriétaire subit un préjudice de l'inscription d'une hypothèque légale injustifiée, que le propriétaire ne souhaite pas un procès et les coûts qui viennent avec, mais il souhaite que l'hypothèque légale expire pour pouvoir obtenir la radiation plus simplement et à moindre coût. Ensuite, dans les cas où le propriétaire doit obtenir rapidement la radiation de l'hypothèque légale de la construction, puis doit pour cela offrir une sûreté suffisante, on l'a dit, il y a parfois désaccord sur le caractère suffisant de la sûreté qui est offerte. Le fait de devoir défrayer des honoraires d'avocat juste pour s'entendre sur ce point-là, ça constitue en quelque sorte un frein à l'accès à la justice. Donc, venir encadrer le montant supplémentaire requis pour qu'une sûreté soit suffisante pour être substituée à une hypothèque légale de la construction, ça pourrait contribuer à simplifier certains litiges puis réduire les coûts. La formule du plus petit montant entre un montant absolu puis un pourcentage relatif qui est utilisée dans plusieurs provinces, ça nous semble une formule acceptable là, pour l'ensemble des parties. Cela dit, la principale raison de demander la substitution, outre l'exigence d'un prêteur hypothécaire ou d'un acheteur potentiel, c'est de pouvoir s'adresser à la Cour des petites créances. Or, on peut sérieusement se demander si c'est raisonnable qu'un litige de l'ordre des petites créances doive être entendu à la Cour du Québec et puisse mener à la vente en justice d'une propriété. Il y a une disproportion exceptionnelle entre le mal et le remède. Aussi, euh, peut-être conscient qu'il y a bien un seuil en dessous duquel le privilège de construction est totalement déraisonnable, plusieurs provinces se sont dotées d'une valeur de créance minimale nécessaire pour enregistrer un tel privilège. Il me semble que le Québec devrait faire de même. Donc, les deux dernières en date, l'Alberta en 2020 et le Nouveau-Brunswick en 2021, se sont donné des seuils de 700 puis 1000 qu'on considère vraiment être un strict minimum pour ça. Par ailleurs, comme je disais, depuis fin 2024, la loi sur la construction de l'Ontario permet de demander le renvoi d'une action pour instruction à la Cour des petites créances, bien que le système demeure imparfait pour un litige de cet ordre, parce qu'il faut quand même passer par la Cour supérieure de la justice, pour être ensuite renvoyé à la Cour des petites créances, pour ensuite être retourné à la Cour supérieure de justice. Ça demeure une avancée notable qui mériterait d'être étudiée au Québec. Ensuite, plusieurs provinces ont prévu à la loi la responsabilité en dommages pour l'inscription d'un privilège quand la personne sait ou devrait savoir que le montant du privilège était délibérément excessif ou sait ou devrait savoir qu'elle n'a pas de privilège. Ça nous semble aller de soi. On irait même encore plus loin en favorisant l'octroi de dommages punitifs et le remboursement des honoraires extrajudiciaires quand c'est démontré que l'enregistrement était de mauvaise foi. Puis ça, aussi bien pour le créancier que pour le professionnel qui a requis l'inscription. Par ailleurs, la Colombie-Britannique est la première province à considérer ça comme une infraction pour laquelle il y a une amende qui est prévue. Ça a l'avantage d'avoir un effet dissuasif, même dans les cas où l'abuseur sait que la victime potentielle ne sera pas en mesure de se défendre, parce que c'est l'État qui pourrait sévir indépendamment de la victime. Dans le contexte où les représentants de l'industrie défendent le caractère légitime de l'hypothèque légale de la construction au Québec, que la loi, ce ne serait pas la loi le problème, mais plutôt ceux considérés marginaux qui en abusent, il nous semble que des mesures fortes ciblant spécifiquement les cas d'abus pourraient être porteurs. En conclusion,
Le droit au privilège de construction est présent partout au Canada. Les différents cadres légaux ont beaucoup en commun les uns avec les autres. Néanmoins, il y a des différences qui méritent d'être soulignées, puis il s'agit d'un domaine en pleine évolution, certaines lois étant même entrées en vigueur en cours de rédaction du projet. Donc, si nulle part on ne remet en question l'existence des privilèges de construction, les évolutions récentes montrent clairement diverses dispositions qui visent à en limiter certains usages, qu'il soit question du montant minimal permettant d'en bénéficier, de la possibilité de renvoyer l'action vers une instance inférieure, comme la Cour des petites créances, ou encore de l'ajout d'infractions amendes qui sanctionnent les abus. Il y a plusieurs nouvelles dispositions qui font évoluer le cadre légal euh, dans la gestion des défauts et de paiement et des différends dans l'industrie de la construction au Canada. Il nous semble reconnaître une tendance qui vise, tout en protégeant les créances légitimes des acteurs les plus vulnérables dans l'industrie, à contrer des abus qu'offrent de tels privilèges, une tendance dont il nous semble devrait s'inspirer fortement le législateur québécois. Ça fait longtemps que je souhaitais que la CQC se penche sur le sujet. Ça a été très riche d'enseignements et de perspectives nouvelles pour le droit québécois. On tient à remercier sincèrement le Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires du Québec de nous avoir permis de nous consacrer à ce sujet-là durant quelques mois, tout en ressoulignant évidemment que les opinions exprimées n'engagent que la CQC ne sont pas forcément le reflet des leurs. On espère que la diffusion de cette première synthèse francophone gratuite et accessible sur le sujet contribuera à faire évoluer le droit québécois, lequel, comme les centaines de demandes d'informations que nous traitons annuellement nous en convainc, en a bien besoin. Merci beaucoup pour votre intérêt, votre présence ce soir. Et on arrive maintenant à la période des questions. N'hésitez surtout pas à commenter, voire à contredire nos observations. Il y a plein de choses que j'ai volontairement mises de côté pour garder ça court. Mais si vous voulez qu'on approfondisse davantage quelque chose ou qu'on défende une idée, ça va me faire plaisir de le faire. J'aurais peut-être un premier point. C'est vrai que les hypothèques légales, si l'entrepreneur veut se protéger, des fois, il faut qu'il le fasse rapidement parce que juste 30 jours, de dire qu'on peut avoir jusqu'à 60 jours, jusqu'à concurrence de 30 jours suivant la fin des travaux. Parce qu'on a un double problème. Le problème du 60 jours pour permettre la négociation et celui du notaire qui va retenir l'argent ou qui va gérer pendant 30 jours. C'est que si on donne 60, mais tu ne peux pas excéder 30, donc tu vas avoir moins de gens qui vont être lésés, seulement les derniers entrepreneurs, donc en théorie, c'est moins un problème. C'est vrai que c'est un point intéressant. Je pourrais dire que dans la plupart des provinces, ces délais-là sont prévus dans des articles distincts, donc euh, on pourrait prévoir des délais différents dans différentes circonstances. En fait, je dis que dans la plupart des provinces, il y a des articles distincts pour différents acteurs pour les délais. Il faut avouer aussi que dans la plupart des provinces, même si c'est des articles distincts, ils ont mis le même délai à chaque article, mais il y a quand même certaines provinces où il y a des distinctions. Euh, C'est peut-être aussi, comme je disais, on n'a pas pu étudier ça parce que ce n'est pas une mesure qui existe au Canada, mais l'idée que le délai pourrait être plus court, mais commencer plus tard. Ça pourrait être un entre-deux. Euh, En faisant débuter le délai à partir du moment où le client est effectivement en défaut de paiement, donc comme les provinces qui mettent à la fin de la période de crédit, euh, ça veut dire que le délai commencerait plus tard, mais on pourrait avoir un délai plus court. Ça pourrait être une option. Merci René. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne vois pas Très de... bien, je vais y aller avec la deuxième question. Oui. Donc, les petites créances, moi qui ai été là très souvent avec des clients, chaque personne n'est pas aussi volubile les uns que les autres. Les entrepreneurs, certains entrepreneurs sont des spécialistes des hypothèques légales. Ce serait d'une part intéressant qu'on puisse avoir accès à l'entrepreneur que j'ai choisi, combien a-t-il pris d'hypothèque légale par rapport à son expérience. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, comment les gens pourraient-ils avoir de l'aide? Tu sais, quelqu'un qui est un introverti qui se fait voler 15 000, parce qu'avant, c'était 2 000, 3 000,
Mais là, c'est 15 000. Et donc, l'introverti va avoir de la misère à donner 3 mots. Puis des fois, je les avais toutes préparées, mais il n'était même pas capable de dire les 3 phrases que j'avais dit. Donc, si ils avaient droit, par exemple, à un technicien juridique, pas le droit de payer plus que, disons, 75 de l'heure, et qui pourrait l'assister. Lui pourrait l'engager 1 heure ou 2 ou 3 avant le procès pour se préparer, mais la journée du procès, il le paie, c'est maximum 75 dollars. Donc, on n'aura pas les grands bureaux du Québec qui facturent 300. Oui, oui, monsieur le juge, il me coûte juste 75, on les reconnaît, et ça lui permettrait d'avoir une certaine confiance, d'avoir un certain poids face à ces professionnels des tribunaux et des hypothèques légales. C'est intéressant ce que tu dis là parce qu'il y a une des choses qu'on n'a pas inclus dans le rapport parce que ça portait pas sur les cours des petites créances au Canada puis qu'il nous manquait des connaissances pour être sûr de ce qu'on dit. Euh, dans les différentes provinces, les règles des petites créances ne sont pas tout à fait les mêmes. À savoir, entre autres, est-ce que tu peux être représenté ou pas? Il y a des endroits où même aux petites créances, la procédure est allégée, mais tu as le droit d'être représenté. Et notamment, on a vu un cas où il est prévu que si le privilège porte sur un montant de l'ordre de leur cours des petites créances, la personne a le droit, dans le tribunal supérieur, d'être représentée par quelqu'un qui n'est pas un avocat, chose qui normalement serait interdite. Ma compréhension de ça, mais comme je dis, on n'a pas le temps d'aller assez pousser, c'est que dans leur cours des petites créances à eux, tu as le droit d'être représenté, mais pas par un avocat, et qu'ils ont transféré cette disposition-là quand il y a un privilège de l'ordre des petites créances qui est traité dans un tribunal supérieur. Ça pourrait être de quoi d'intéressant parce que, effectivement, l'hypothèque légale de la construction, là où ça a vraiment un gros poids, c'est à cause des honoraires d'avocat. Je veux dire, si le système de justice, ça coûtait rien aller en justice, l'hypothèque légale de la construction ne serait pas en soi un si gros problème que ça, là. Donc, si les gens avaient de l'aide pour se représenter à peu de frais, ça pourrait effectivement changer la donne dans beaucoup de dossiers. Et le tribunal les trouverait peut-être son compte parce que très souvent, j'ai réglé des dossiers plutôt que de me rendre au tribunal. C'est que si un technicien juridique disait oui, mais c'est parce que tu peux pas, t'as pas envoyé ton hypothèque, t'as pas fait ceci ou tu t'as pas fait cela, ou bien voyons donc, c'est bien évident qu'il pourrait lui donner des conseils en disant, regarde, offre au moins 5 000, tu t'en sortiras pas en bas de ça. Et donc, le client, celui qui pense qu'il ne devrait rien donner, puis celui qui pense qu'il devrait tout avoir, pourrait avoir quelqu'un qui souffle dans l'oreille. Tu vas perdre un petit peu ou tu vas gagner un peu moins. Et ça enlèverait un certain nombre de procès, je pense. Possiblement, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire là parce que tu viens de dire, par exemple, supposons que l'hypothèque légale a été inscrite hors délai, par exemple. Bien, il y a quand même un avocat ou un notaire qui a requis l'inscription de cette hypothèque légale-là, alors que si moindrement il a fait des vérifications. Bon, il y a des cas, je sais, où la fin des travaux est discutable, là, mais mettons un cas assez tranché où la fin des travaux n'est pas discutable. Il y a quand même un avocat qui l'a inscrit, cette hypothèque légale de la construction-là. Comment ça se fait? Je veux dire, c'est eux le rempart qui est supposé de nous préserver un peu des hypothèques légales frivoles, vexatoires et compagnie, là. Euh, il y a une responsabilité professionnelle pour moi qui devrait venir avec ça parce que c'est pas un officier public, l'avocat, quand il fait ça, mais quand même, c'est grâce à son implication à lui que cette démarche-là peut passer comme une lettre à la poste. Parce que s'il n'y a pas de responsabilité professionnelle pour ça, ben laissez les entrepreneurs les inscrire tout seuls, leur hypothèque légale. Si on est chanceux, ils vont faire des erreurs, puis ça va faire plus de clients qui vont s'en sauver. Parce que je me rappelle d'un dossier, c'était une grosse faillite, plusieurs bâtiments, et ils ont pris des hypothèques légales sur les maisons qui restaient. Donc, c'était des petites maisons ordinaires qui avaient 3 chauffe-eau, 6 toilettes, euh, 4 000 pieds carrés de céramique. Quelqu'un devait bien savoir que c'est une petite maison résidentielle. C'était du gaspillage. C'est une autre chose que j'ai pas mis dans le webinaire parce que tu viens de dire c'était quelque chose de résidentiel. Euh, il y a très, très peu de provinces en fait, je pense qu'il y en a deux, où il y a une distinction qui est faite dans la loi
spécifiquement pour du résidentiel ou des petites créances. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a certaines lois où il y a une clause ou deux qui vient dire que dans tel cas, ça ne s'applique pas si c'est une maison ou un condo ou du résidentiel léger. Et évidemment, là, ça vient simplifier les choses, là. Donc, l'idée que l'hypothèque légale de la construction, c'est quelque chose qui doit s'appliquer uniformément dans toute l'industrie de la construction, c'est pas partout pareil, ça. Même chose, bon, ça, je ne suis pas embarqué ce soir dans toute la question des paiements rapides. Là, au Québec, c'est tout récent et ce n'est que pour les contrats publics. Mais il y a plusieurs provinces où ça s'est rendu bien implanté puis que c'est pour les contrats privés aussi. Il reste que dans la plupart des cas, ça s'applique à des ça s'applique à des travaux qui sont supervisés par un professionnel. Ben, dans les cas où il y a un professionnel qui supervise ces travaux-là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un normalement qui est conscient que les travaux sont conformes ou qui ne sont pas conformes. Ce professionnel-là va émettre, puis ben, en tout cas, c'est ce qui s'en vient au Québec avec le projet de loi 76. On se dirige vers une surveillance obligatoire des travaux pour les travaux d'une certaine ampleur. Et donc, il va y avoir un professionnel qui va certifier que les travaux sont conformes à un certain nombre de points à la fin des travaux. Et, et ça, dans beaucoup de lois, c'est un des points de départ des délais. Dans les cas où il y a un professionnel qui certifie la fin des travaux, ben, c'est à partir du moment où il y a le certificat du professionnel que le délai commence à courir. Et ça aussi, ça peut être un ajout intéressant au Québec. On n'en a pas vraiment parlé parce que là, c'est tout récent de ce mois-ci, le règlement qui vient mettre les paiements rapides dans les contrats publics. Et ça, justement, ça ne s'applique pas au privé. Donc, ça va prendre encore des années avant que ça s'applique au privé. Mais le jour que ça va s'appliquer au privé, ça pourrait être intéressant aussi. Ou tout simplement le jour où il va y avoir la surveillance obligatoire des travaux au Québec, euh, ça pourrait être inclus dans la loi, ça aussi, là. Eh bien, Merci merci. beaucoup. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de travail là-dessous. Ça a l'air de rien, mais je suis sûr que vous avez travaillé fort. C'est une excellente présentation. Je t'en remercie. Ben, merci beaucoup. Ça fait bien plaisir. Ça a été effectivement beaucoup de travail, toutes ces choses-là. Puis, et ça a été du travail, entre autres, parce qu'on a réalisé en cours de route qu'il y avait des nouvelles lois qui entraient en vigueur pendant qu'on écrivait. Donc, des fois, on s'est retapé des lois qu'on pensait qu'on s'était déjà tapé. Mais, mais oui, ça a été très riche d'enseignement, tout ça. Ça ouvre des idées intéressantes pour le Québec. Puis, ben, on espère que bon entendeur en tiendra compte. Donc, merci encore à tout le monde d'avoir été présent ce soir. Puis, si jamais vous avez d'autres questions, commentaires ou qu'après la lecture du rapport, vous en avez, n'hésitez pas à nous envoyer, peut-être même encore plus si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qu'on a écrit. Moi, j'aime bien savoir quand je me suis trompé. Ça m'évite de répéter trop souvent la même niaiserie. Fait que si jamais il y a des choses que vous voyez qui n'ont pas d'allure, là, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire vraiment plaisir de le savoir. Donc, merci à tous et puis bonne fin de soirée.